Bonjour et merci Christophe Desliens tout d'abord d'avoir accepté notre invitation sur les ondes de Choc FM. Comment ça va Christophe aujourd'hui? Ça va super, Nathalie. Merci pour l'invitation. Eh bien, pas de souci, moi je suis super contente. On va pouvoir découvrir ensemble cette application, la nouvelle application dont on va parler aujourd'hui qui s'appelle Moonday. Et puis on va parler également d'intelligence artificielle. Alors déjà, avant d'en savoir plus sur cette toute nouvelle application, Christophe, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs de Choc FM 105.1? Bien sûr. Donc, je m'appelle Christophe. J'habite en Belgique. Et voilà, j'ai toujours été dans le milieu de l'informatique depuis que je suis tout petit. Et alors, en deux mots, l'histoire de Moonday, j'ai rencontré mon associé Olivier Broncard, qui vient du milieu du cinéma. Il a 20 ans d'expérience dans ce milieu-là. Et moi, avec mon expérience au niveau IT, on s'est rencontrés il y a 3 ans et demi, septembre 2018, plus ou moins, et on s'est dit qu'on allait faire quelque chose ensemble. Lui, de par son expérience et par les manquements qu'il a pu voir sur le marché du cinéma, sur le marché de l'audiovisuel, et moi, par mon expérience applicative, on s'est dit qu'on allait mettre les deux ensemble et faire quelque chose. Et c'est là qu'est venue l'idée Moonday, et voilà, on a créé ce bijou maintenant, Moonday. Alors justement, cette application, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et en quoi cette application est novatrice dans son domaine? Ok. Alors, Moonday, c'est une app, c'est une application qui existe aussi bien sur le PC, sur le Mac, que sur le téléphone Android iOS. Donc, on a des apps en fait qui existent sur l'App Store et le Play Store. On l'a fait aussi en version web quand on est sur le desktop, c'est plus confortable quand on a un grand écran. Alors, ça consiste en quoi? Moonday, c'est un peu un amalgame entre diverses choses. Donc, je ne sais pas si vous connaissez IMDb, par exemple, cette grosse La base de données. plateforme de cinéma où Ouais, on la trouve grosse, des la grosse base de films, données, leurs exactement. notes. OK. Voilà, donc c'est vraiment une grosse base de données de films. Après, on va prendre plutôt un réseau social professionnel type LinkedIn, et on va prendre des outils de gestion collaboratifs type CRM, générique, pour ne pas citer de nom. Et ici, Moonday, c'est vraiment un amalgame entre ces trois technologies-là. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'est dit qu'on allait faire cet amalgame entre ces trois-là et pas simplement se dire, bah, tiens, les gens ont trois outils, ça fonctionne peut-être très bien. En fait, parce que ça fonctionne justement pas super bien. Alors, sans vouloir attaquer qui que ce soit, c'est vraiment un constat qu'on a fait sur le marché. Donc, c'est même pas nous qui lisons, c'est vraiment l'utilisateur. C'est de se dire que sur AMD, par exemple, on va trouver des productions qui sont plus à l'état de production, justement, donc c'est en cours de tournage où ils sont terminés. Alors que notre public, les utilisateurs, eux, cherchent plutôt des productions qui sont pas encore au tournage, mais qui sont encore au stade, ce qu'on appelle de développement. C'est-à-dire que c'est très, 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 très early stage, c'est-à-dire qu'ils cherchent encore du financement, ils cherchent des partenaires et tout ça. Et ça, on ne sait pas juste chercher ça sur MDB ou même sur Google. Sur Google, on ne peut pas commencer à dire, tiens, je voudrais un film en développement sur Toronto. Rien trouvé. Google va donner aucun résultat, ou par chance peut-être un résultat, mais qui est vieux de 3 ans. Donc, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. De plus, sur LinkedIn, par exemple, c'est un réseau professionnel qui n'est pas spécialisé cinéma. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'outils spécifiques pour trouver des professionnels. Donc, si je cherche par exemple un distributeur de films sur Toronto, je ne vais pas pouvoir le faire avec LinkedIn, par exemple. Encore une fois, sauf bol, grosse chance, la personne a mis distributeur de films à Toronto dans son titre. Et là, je vais tomber dessus. Mais c'est vraiment par chance, c'est plus des cas d'exception que la norme. Et c'est là où Moonday est quelque part novateur, parce qu'on a réussi à allier ces trois genres de plateformes, ces trois technologies, pour en faire une seule, où toutes les données sont liées entre elles. Et ça, c'est la grosse innovation aussi, c'est que tout est lié en soi. Je te prends encore un autre exemple. Tu es vendeuse, tu vas au Festival de Cannes. Je dis ça parce que je pars demain soir pour le Festival de Cannes, on est en plein préparatif. Euh, tu es vendeuse, tu es au Festival de Cannes, tu es en train de préparer tout ça. Tu arrives sur place, tu rencontres quelqu'un. Mais typiquement, si tu veux faire quelque chose, enfin, si tu veux faire ton suivi correctement avec ton équipe, tu vas le rentrer dans ton CRM. Donc, tu vas créer une fiche avec la personne que tu as rencontrée. C'est peut-être pas préparé, hein, ça se trouve, c'est quelqu'un que tu as croisé comme ça, tu prends sa carte et tout, donc tu commences à créer la fiche. Il te parle d'un film qui est super intéressant. Tu dis, OK, d'accord, tu notes le film et tout ça. Et après, tu vas créer toutes ces notes. Mais finalement, tu dois reconstituer tout l'univers autour de cette personne et autour de ce film pour que ça ait du sens pour tes collègues et pour toi plus tard. Là où, avec Monday, justement, ben, cette information existe déjà dans le système. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton téléphone, tu cherches le nom de la personne
99 chances, 99% de chances que la personne, oui, petit belgicide, 99% de chances que la personne soit déjà sur Moonday et la production aussi. Et donc, du coup, il n'y a plus rien à faire. Tu écris ta note directement sur le film et sur la personne, tu lis les deux et c'est fait. Tu vas même peut-être taguer un collègue, lui reçoit une notification sur son téléphone, il est au courant directement de ce qui se passe. Donc, c'est vraiment cet écosystème, cette collaboration entre ces divers outils qui rend la plateforme vraiment innovante. Et alors justement, à quel moment vous vous êtes rendu compte qu'il y avait des manquements? Est-ce que dans le monde du cinéma, c'est si difficile que ça d'avoir des contacts, de partager des contacts? Il n'y a pas forcément, enfin, il n'y avait pas, tu disais IMDb, tu disais LinkedIn, mais il n'y avait pas justement une plateforme ou peut-être un site qui existait déjà pour que les réalisateurs ou les acteurs ou même les scénaristes puissent s'intéresser à des projets qui sont en cours de développement, autre que passer par justement cette application qui n'existait pas encore justement à l'époque. Alors, depuis le Covid, il y a quelques initiatives très niches qui sont sorties. Avant le Covid, il n'y a absolument rien. Donc, on a commencé une recherche-développement en 2019. Donc, petit historique, donc on a fait un an de recherche-développement. Donc, 2019-2020, un an d'R&D. On a créé l'app, on a commencé à créer les modèles d'intelligence artificielle et on a fait un pré-lancement sur Berlin en voulant faire un lancement complet sur Cannes. Bon, c'est tout ce qui s'est passé, la pandémie. Cannes n'a pas eu lieu. Donc, on a eu un petit Cannes l'année passée. On a pu faire un peu de buzz. Et même à Berlin, déjà en pré-lancement, on n'avait pas de stand ni rien. On est arrivé. On a eu un accueil fantastique. On a eu des centaines de rendez-vous, c'était incroyable. Et donc là, ça nous a vraiment conforté dans l'idée qu'il y avait un réel besoin pour l'application. Les gens s'inscrivaient, ils voulaient voir comment ça fonctionne et ils se disent, bah, tiens, ils commençaient à se chercher dessus, ils commençaient à chercher ce que la personne peut leur donner et puis ils disent, c'est bien parce que je n'étais pas inscrit dessus, mais Mundi a déjà des informations sur moi et a déjà plein d'actualités sur moi en fait. C'est un peu le principe du système, mais ça, j'y reviendrai peut-être un peu plus tard. Mais justement, alors, qui sont les utilisateurs de Moonday? Et je voudrais savoir, même avant ça, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi vous avez choisi d'appeler ça Moonday? Ah, super question ça. Alors, donc avec mon associé fondateur, donc Olivier Brancard, on a un petit peu réfléchi. Lui étant du cinéma, il voulait qu'il y ait une petite touche, un petit rappel au cinéma. Alors, je ne sais pas si tu vois les Georges Méliès, je ne sais pas si ça te parle, A Trip to the Moon. Alors, Georges Méliès, un illusionniste à la base, il a fait les premiers films cinéma avec effets spéciaux. Donc, où on coupait, on remettait, ainsi de suite. Donc, je t'invite à regarder ce que c'est libre de droit maintenant. Tu peux le trouver sur YouTube. Tu tapes A Trip to the Moon sur YouTube et tu vas voir ce court-métrage, en fait, qui est un film muet avec quelques effets spéciaux qui sont dedans. J'en dis pas plus, je ne spoil pas. Je te laisserai aller voir. Et donc, A Trip to the Moon, c'était un peu ce qu'on va faire. Donc, Moon, il y avait l'idée de la Lune. D'ailleurs, je ne sais pas si les auditeurs pourront voir le logo, si ce sera mis à un moment, mais si on regarde le logo, en fait, on voit que c'est un cercle avec une fusée qui rentre dessus. Et donc là, voilà, si tu regardes Trip to the Moon, tu vas directement comprendre le pourquoi. Et après, Day, Monday, premier jour de la semaine, on commence la semaine, on commence bien, Moon Day, petit jeu de mots là-dessus. Voilà. Ok, ouais, moi j'avais plus capté le côté jour, lundi, premier jour de la semaine, on commence, hop, 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 on se met au travail. Mais effectivement, oui. Et il me semble que ce film, je vois quelque chose je vois quelque chose vaguement dans ma tête, mais j'invite aussi les auditeurs de Choc FM 105.1 à aller voir ce film, justement, ce court-métrage. Je viens de dire qu'il Oui, est libre de droit et tout d'accès à sur, fait. sur Oui, YouTube. Donc, on pourra comprendre et c'est on dans le domaine mettra public. effectivement le logo de l'application sur le site de Choc FM. Comme ça, les auditeurs pourront aussi comprendre le lien entre l'idée et la création. Mais du coup, Super. on en revient à ma seconde question. Donc, qui sont les utilisateurs en général de Moonday? Alors, quiconque est professionnel est dans le secteur audiovisuel. Donc, on ne s'adresse pas juste aux producteurs, aux réalisateurs, on va vraiment prendre toute la chaîne. Donc, ça va aller du scénariste. Je vais faire toute la chaîne, donc on a une liste un peu exhaustive. Donc, on va prendre le scénariste, le réalisateur, le producteur, les coproducteurs, bien sûr, hein, tous ceux qui sont autour de la production du film. On va prendre après l'agent de vente, hein, parce que c'est un petit peu complexe au milieu du cinéma, je pourrais peut-être revenir après là-dessus. Donc l'agent de vente, le distributeur, les chaînes télé, les cinémas, et évidemment tous ceux qui tournent autour de la production elle-même. Donc ça va être le directeur photo, le directeur de production, le Les chef opérateur, costumières, les costumière, maquilleur, maquilleurs. maquilleuse, les comptables, tous ceux qui tournent finalement autour de ça et qui ont un intérêt dans le secteur audiovisuel.
parce que Moonday permet non seulement d'exister aussi dans ce système, dans ce secteur, et de montrer sa filmographie, parce que c'est la filmographie finalement pour quelqu'un dans ce secteur-là, c'est le CV, quelque part. Donc ça permet à la personne d'exister, mais ça permet aussi à la personne de faire de la veille et de repérer, par exemple, des nouvelles productions qui pourraient arriver, pour contacter un réalisateur dans sa région et dire bah, tiens, je suis disponible, je suis chef opérateur, je vois que vous en cherchez un, bah, je serais ravi qu'on se rencontre pour discuter. D'accord. Et du coup, comment vous avez intégré l'intelligence artificielle dans cette application et à quel point l'intelligence artificielle aide les gens à utiliser cette application? Alors, très vite, on s'est rendu compte qu'il y avait un boulot titanesque, qu'il y avait une masse de données à devoir traiter. On s'est dit, monter une équipe pour traiter toutes ces données manuellement, c'est humainement presque pas possible. Et financièrement très compliqué aussi. Financièrement très C'est des compliqué gens pour une start-up, évidemment. Donc, on commence, petit, moyen et tout. On ne peut pas commencer à engager des centaines et des milliers de personnes pour faire de l'encodage et des choses comme ça. Donc, on a commencé à se tourner vers l'intelligence artificielle. On s'est très vite rendu compte qu'il n'y avait pas de modèle qui existait pour le cinéma. En fait, il n'y en a pas qui sont mis à disposition. Il y a des modèles qui existent pour reconnaître des chaussures, pour reconnaître des bâtiments, des plantes, des fruits, des légumes, tout ça. Ça existe. Dans le cinéma, il n'y a rien qui existe. Donc, on a dû créer nous-mêmes. Donc, on a recruté du personnel qualifié par rapport à ça, donc data scientist, tout ça. Et on a commencé à faire des tests et créer des premiers, ce qu'on appelle des modèles d'intelligence artificielle. En deux mots, un modèle, c'est un système qui va permettre d'avoir une entrée et donner une sortie. Donc, par exemple, tu lui montres une banane, il va te dire oui, non, avec un score. C'est une banane, je suis sûr à 85%. Si Okay. tu lui montres une pomme jaune, il voit que c'est rond, il va pas dire que c'est une banane. Il va dire non. Il va dire je suis sûr à 15%, parce qu'il y a un peu de jaune. Donc, je suis plus ou moins content, mais c'est pas vraiment ça. Donc, on a fait le même principe par rapport au cinéma. Donc, on n'a pas un seul modèle, on a plusieurs modèles d'intelligence artificielle pour reconnaître notamment les acteurs, les réalisateurs, les boîtes de production, les boîtes de distribution. Donc, tout ça, en fait, on a dû entraîner un modèle pour repérer ça dans des textes. Parce que nous, notre force là-dedans, c'est de pouvoir, si tu veux, construire une base de données sur base de textes qu'on va ingérer. Donc, on va, via notre partenaire presse, on va commencer à ingérer les articles de presse professionnels. Et si on dit, par exemple, tiens, il y a le réalisateur Intel qui va sortir son prochain film en 2023, c'est une comédie tant attendue avec telle personne et telle personne. Mais tout ça, pour nous humains, c'est super facile. On comprend tout ça. Mais pour un ordinateur, c'est pas facile de comprendre le sens de la phrase, qui est là-dedans le réalisateur, qui est l'acteur, parce qu'on donne deux noms de personnes, deux noms propres, mais Puis il y a lequel un est projet, puis il y a un laps de temps aussi à prendre en lequel est le considération. réel. Oui, ça aussi, il y a la dimension temps, c'est exactement ça. C'est aussi une grosse problématique, une grosse variable qu'on a dû gérer. Et donc, toutes ces dimensions existent. Et c'est pas facile pour la machine de se dire, tiens, lui, c'est le réel, lui, c'est l'acteur, et ainsi de suite. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est constituer ce qu'on appelle un graphe. Donc, c'est comme un arbre de connaissances, si tu veux, où chaque élément est lié qu'à un autre élément. Donc, on va repérer un film sur lequel il y a un réalisateur, sur lequel il y a un acteur, et puis peut-être que ce réalisateur, il est lié à un autre film dont on n'a pas parlé dans l'article. Et donc, ça va permettre derrière à la machine de faire ce qu'on appelle de la réconciliation. Donc, le système va pouvoir se dire, tiens, est-ce que j'ai ça en base ou pas? Est-ce que j'ai ça dans ma base de données ou pas? Donc, sur base des éléments qu'il a vus, il va pouvoir se dire, est-ce que je l'ai ou pas? Nous, on a créé ce qu'on appelle un système semi-supervisé. C'est-à-dire qu'on a de l'humain derrière qui va quand même valider des choses. L'intelligence artificielle, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas quelque chose qui va remplacer complètement l'humain. Il y a toujours Ou pas à il ce y a toujours stade de lancement où le lab est encore super jeune. De toute façon, même je pense que quoi qu'il arrive, il y a toujours une personne qui mais supervise un complètement, peu complètement. Ouais, Sinon, on se retrouve avec Skynet dans Terminator, quoi. Donc là, c'est la fin du monde, les machines c'est prennent le ça. dessus. On espère que ça n'arrivera pas. Mais donc ici, ce qui se passe finalement, c'était, où est-ce que j'en venais avec mon modèle? Oui, donc avec le modèle de données, c'est que donc, tout cet art de connaissance va permettre à la machine de se dire, OK, est-ce que je l'ai ou est-ce que je ne l'ai pas? L'humain va venir, c'est vraiment une collaboration homme-machine qu'on a mis en place ici, et l'humain va pouvoir dire, oui, tu te trompes, ou non, tu as raison. Nous, on a mis un score de base où la machine décide toute seule. Donc, au-delà de 80%, la machine se dit, je suis On est bon. confiant, c'est bon, ça va le faire. En dessous de 80%, l'humain doit passer derrière pour dire oui ou non.
tout simplement. Juste pour ce qu'on appelle faire de la labellisation. Mettre une étiquette dessus c'est un peu plus que oui, Pour non. Pour enrichir, simplifier, exact. En fait, c'est on pour va dire oui, non. enrichir chaque intervention de l'humain en fait, dans l'intelligence artificielle est fait pour enrichir la machine pour qu'elle devienne de plus en Exactement, plus autonome. En fait. exactement. Okay. Exactement, tu as tout compris. C'est exactement ça, en fait. C'est comme ça qu'on entraîne le modèle au fur et à mesure. Et donc, nous, notre modèle, maintenant, on commence à avoir un modèle assez robuste. Donc, il arrive quand même à scanner pas mal de choses et trouver pas mal d'informations, ce qui va permettre de nourrir la base de données. Et c'est là où je voulais en venir. C'est quand tu me posais la question, comment vous avez fait pour constituer tout ça? C'est comme ça qu'on a fait. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup trop de données à ingérer. Donc, on a utilisé la machine et des modèles d'intelligence artificielle pour pouvoir constituer tous ces liens automatiquement entre les données et enrichir la base de données. Et aujourd'hui, on a quand même une grosse base de données et beaucoup de liens entre différentes entités parce que sur Moonday, tu as ce qu'on appelle des productions. Donc, une production, c'est court-métrage, long-métrage, documentaire, film d'animation. Donc, c'est au sens très large du terme. On a des sociétés, on a des personnes et on a des festivals et des cérémonies. Mais tout ça, finalement, est interconnecté sur Moonday. Tu peux passer de l'un à l'autre. Tu peux passer tes heures, finalement, à parcourir Moonday sans en avoir fait le tour, quoi, parce que tu vas passer de l'un à l'autre. Il n'y a pas de voie de garage, il n'y a pas de voie sans issue. Tu cliques sur quelqu'un, ça va t'amener à la filmographie. Tu cliques sur un film, tu vois le partenaire. Ah, tiens, il est soutenu par tel fond visuel, je ne connaissais pas. Tu cliques dessus. Tu vois la filmographie de ce fond-là, les producteurs qu'ils ont soutenu, et ainsi de suite. Et tu peux vraiment avancer comme ça très loin. Et alors, on a mis en place un système, comme sur tout bon réseau social, de follow. Donc, on peut suivre justement toutes ces entités. On peut suivre des productions. On peut suivre des sociétés. On peut suivre des personnes et des festivals. Et du coup, Donc là, maintenant, comme toute application classique où on follow, je suppose que dès qu'il y a des activités sur cette personne ou ce festival, ou peu importe ce qu'on suit, dès qu'on a de l'actualité sur ce truc qu'on follow, on reçoit des notifications, je suppose. Complètement. Alors, on n'envoie pas de notification pour tous, sinon la personne serait noyée, parce qu'il y a quand même pas mal d'informations qui circulent. Pour l'instant, on envoie des notifications sur le portable que lorsqu'il y a une actualité. Donc, par exemple, on voit une actualité dans la presse professionnelle par rapport à quelque chose que je suis. Je suis un certain réalisateur, par exemple. Dès qu'il y a une actu qui parle de ce réalisateur-là, bim, je vais avoir une notification. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est vraiment important dans le secteur, c'est que on s'est rendu compte que tout ce secteur finalement était noyé par l'information. Moi-même ici, je ne suis pas directement un professionnel du cinéma. J'ai créé une app avec mon associé autour du cinéma. Rien que ça, je suis dans des bases de données où je reçois des newsletters, je reçois des mailings qui essaient de me vendre des films, des trucs comme ça. Ce n'est pas du tout qualifié. Je ne suis pas acheteur de films. Ça n'a rien à voir. Et donc, en fait, ça expose vraiment le problème auxquels nos secteurs sont confrontés au quotidien. Et c'est là, pour ça que Moonday, en fait, c'est pour ça qu'on a créé Moonday aussi, c'est pour essayer c'est pour apporter une solution à tous ces problèmes qui ont été constatés. Alors, du coup, le milieu du cinéma, c'est quand même un milieu très international, avec par exemple, un film réalisé, je ne sais pas, je dis un réalisateur au hasard, un film réalisé par Luc Besson peut avoir à Oui, son casting des acteurs belges, français, pour la partie, on va dire, francophone, s'il a besoin de francophone, et après, il peut avoir des acteurs chinois, australiens, d'Amérique du Sud, parce qu'au final, la richesse d'un film, c'est aussi la diversité des acteurs et du staff complètement. crew, comme on appelle, de toute l'équipe autour du film. Je me suis un peu renseignée, et du coup, Moonday, il y a aussi 105 nationalités représentées sur l'application. Comment vous avez pu faire tout ce qui est la traduction, tout ce qui est... parce qu'il y a certaines choses, peut-être certains métiers qui existent dans certains pays qui n'existent pas forcément dans d'autres. Comment vous avez pu rentrer tout ça dans votre application? Alors, je suis impressionné, tu es super bien renseigné sur le nombre de pays qui sont J'ai fait représentés. mon travail. Bravo. Impressionnant. On a un petit peu plus maintenant, c'est un petit peu monté depuis que cette information est sortie. On n'est pas beaucoup plus, on doit être à 110 pays. On a une grosse croissance sur l'Afrique pour l'instant. Il y a une grosse demande de la part de Afrique de l'Ouest et Afrique du Sud. Mais tu as entièrement raison. Il y a une très grande diversité, une très grande richesse culturelle autour des productions. Ça peut être ultra local et ça peut être ultra international. Il y a un mix des deux. On a fait un focus sur l'Europe pour commencer. Et c'est là où c'est super intéressant et ça montre vraiment la demande du marché. C'est qu'en faisant un focus sur l'Europe, avec un développement sur l'Europe au départ, on s'est rendu compte que nos secteurs commençaient à s'inscrire de tous les pays du monde.
Il n'y a pas de limite géographique. On n'a jamais voulu imposer les limites géographiques, mais on s'est dit, on n'a pas fait une prospection en dehors de l'Europe à ce stade-ci, ça n'a pas de sens. On va d'abord essayer de conquérir l'Europe et avancer sur ce premier territoire. Et on commençait à avoir des gens qui s'inscrivaient au Mexique, au Brésil, en Asie, wow, Amérique du Nord et tout. Wow, c'est incroyable. Et commence à avoir l'attraction en fait, de la part du monde entier. Au niveau. Alors, comment est-ce qu'on a fait au niveau de traduction? Aujourd'hui, ce n'est qu'en anglais. Moonday n'est qu'en anglais. On a choisi en fait de le faire qu'en anglais pour commencer, parce que c'est la langue aujourd'hui la plus internationale. Alors Et peut-être aussi plus utilisé certains dans le vont milieu du critiquer. cinéma également. Mais oui, finalement, quand on va à Cannes avec un producteur israélien par avec un producteur italien, ils parlent en anglais. Sinon, ils ne vont pas pouvoir se comprendre. Ils n'ont pas d'interprète auprès d'eux. Donc, on s'est dit, OK, on va prendre cette langue internationale aujourd'hui qui est l'anglais. On a une très grosse communauté francophone et hispanophone sur Moonday. Il y a une très grosse demande. Et donc, on va commencer maintenant à traduire en français et en espagnol. Donc, ça, ce sont les 2 prochaines langues qui vont arriver sur Moonday pour que l'application soit nativement, donc les libellés, soient nativement dans ces langues-là. Alors après, on a choisi des termes super simples en anglais. Hein. Donc, quand on veut, par exemple, pour un francophone, c'est simple, pour un hispanophone, peut-être un peu moins, mais quoique, par exemple, quand on met explore dans Moonday pour la partie exploratrice, exploratoire, explore, explorer, ça passe bien. Oui, même Alors, quelqu'un qui n'est pas bilingue en anglais peut tout à fait a priori, ça marche. Ça marche. Alors, il y a certains navigateurs qui proposent traduction automatique. Donc ça, on sait que ça fonctionne pas mal aussi. Donc il y a moyen aussi d'avoir l'application dans sa propre langue. Maintenant, ça va un petit peu, ça va pas être super top si maintenant il y a des articles qui sont en différentes langues. Voilà, le navigateur n'a peut-être pas traduit correctement. Et c'est pour ça qu'on va mettre encore une petite couche d'IA, d'intelligence artificielle sur Moonday pour pouvoir combiner non seulement le contenu dans n'importe quelle langue, le retraduire dans sa langue, qu'il soit l'anglais, le français ou l'espagnol, et avoir l'interface dans sa langue également. C'est-à-dire que tu pourrais, toi, être hispanophone et consulter un article qui est écrit en italien par un journal italien. Voilà, parce que ça a du sens et parce que c'est le premier journal, par exemple, qui a parlé d'une coproduction avec l'Italie, qui va citer des choses qui sont ton centre d'intérêt. Si tu es juste, si tu parles juste espagnol, pardon, tu parles juste espagnol, cet article déjà est en ton flux, tu vas dire, OK, m'intéresse pas, je comprends pas un mot, ça va pas attirer ton regard, ni ton ça n'aura pas intérêt. l'impact que c'est censé avoir. Non, par contre, si cet article directement il apparaît en espagnol avec une petite note, a été traduit automatiquement de l'italien, déjà en fait, tu as les mots dans ta langue natale, ça te parle. Je veux dire, tu vois des petits mots-clés qui vont apparaître, peut-être nouvelle production, des choses comme ça, donc tu dis, OK, ça c'est intéressant. Et là, ton regard, il est attiré, ton intérêt est porté, donc là, tu peux commencer à avancer et lire l'article. Donc, c'est toutes des petites choses qu'on va mettre en place pour faire traduction, que ce soit les synopsis, que ce soit donc, les actualités, que ce soit les posts, tout ça. On va essayer de tout mettre vraiment dans la langue de l'utilisateur. Et par la suite, évidemment, ne pas se limiter à l'anglais, français, espagnol, mais aller vers une plus grande, un plus large éventail de langues, bien sûr. Alors, j'ai vu aussi que Moonday était une application qui était gratuite. Comment vous arrivez à financer votre application si les utilisateurs ne payent pas pour s'inscrire? Alors aujourd'hui, on est passé sur un modèle ce qu'on appelle freemium. Alors freemium, c'est une contraction de free et Oui, premium. premium. Voilà. Donc, c'est-à-dire, c'est un peu comme il y a diverses personnes qui le font. Hein. Je veux dire, par exemple, Spotify, YouTube, toutes les Spotify Facebook est un également. super Pas que exemple. si, Facebook aussi, puisqu'on a une version premium professionnelle où on peut booster Ouais, certaines là, ouais, c'est plus publications. pour mettre de la pub, mais Ouais. c'est encore différent. Mais il n'y a pas de limitation. Spotify est un super bon exemple parce que tu vas pouvoir écouter de la musique. En fait, c'est gratuit, mais tu es limité. Tu peux peut-être pas, quand tu es sur le mobile, tu peux pas faire forward. Tu es obligé Tu d'écouter peux la pas, chanson. ouais, moi j'utilise Il y a des limites, il y a des Spotify de limites comme façon ça. gratuite en non premium. Tu ne peux pas exactement Ouais. choisir ce que tu écoutes en fait. Si Non. tu cliques sur une chanson, ça va te mettre tu vas avoir une chance sur deux, tu vas avoir quand même cette chanson, mais tu peux aussi avoir une chanson qui fait partie de la liste de lecture de cette chanson et du coup, Exactement. Quelque chose qui est écouter 10 chansons similaire. avant d'écouter celle que tu veux. Mais Ça. c'est gratuit. Voilà. Mais c'est gratuit, exactement. Donc, tu as de la pub. Tu peux pas choisir ce que tu veux, sauf sur desktop. Je pense sur desktop, Spotify, tu peux. Donc, ils ont mis des limitations un peu en fonction de comment les utilisateurs vont définir la plateforme. Sur Moonday, on a appliqué le même principe, c'est-à-dire qu'on veut que l'information soit la plus libre et la plus ouverte possible. Donc, on la rend gratuite parce que notre modèle économique ne tourne pas sur l'information, mais sur
qu'on fait de l'information, tout ce qui tourne autour, les outils qui vont tourner autour de l'information. Donc, l'info, tu la consommes gratuitement. Par contre, on va te limiter en nombre de follow que tu vas pouvoir faire. Et là, plus on est dans la société, au plus on pourra faire de follow. Nous, on a limité par exemple à 50 follow par personne active sur la plateforme. Si tu es une boîte de distribution, vous êtes trois collègues, bah, ça fait 150. Voilà, 150 follow, c'est déjà quand même faire pas mal de choses et suivre pas mal d'actus sur LinkedIn de manière complètement gratuite. Et donc, c'est ce modèle-là qu'on a appliqué. Et donc, après, ben, si la personne maintenant se dit, bah, tiens, voilà, moi je suis un secteur un peu plus gourmand et c'est 150, c'est limite de 150 si on est trois, me contraint, à ce moment-là, la personne va passer au plan payant et retirer toute limitation. Donc à ce moment-là, on n'a plus de pub et on n'a plus de limitation. Ok. Alors, moi, maintenant, j'ai plus une question sur l'intelligence artificielle en tant que telle. Au fil des années, c'est vrai qu'on s'est rendu compte de l'évolution de l'intelligence artificielle et à quel point l'intelligence artificielle fait partie de notre quotidien, au final. Oui. Est-ce que tu penses que maintenant, plus les années passent, plus l'être humain, au final, a besoin de l'intelligence artificielle? Alors, je n'irai pas jusqu'à dire qu'on a besoin de l'intelligence artificielle, mais il y a certaines tâches qui ne pourraient pas être faites sans ces modèles-là. Il y a des choses qui se passent. Comment expliquer ça? Je suis partisan du fait qu'on est mieux en tant qu'humain de faire des choses sur lesquelles on a une réelle plus-value. Donc, s'ils sont des choses qui sont répétitives et qui peuvent être faites par une machine, ben, je pense que l'humain devrait se concentrer sur des choses qu'il peut apporter en plus que de faire ces tâches à plus faible valeur ajoutée, pour justement apporter un plus. C'est comme par exemple, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? Tu me poses une bonne question, là, Nathalie. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple de la vie quotidienne qui pourrait parler à tout le monde? Euh, on va prendre un projet pilote qui avait été fait. Quand tu fais tes courses, par exemple, bah, tu fais tes courses, qu'est-ce qui embête les gens quand ils font leurs courses? C'est de faire la file, par exemple, à la caisse. Ouais, faire la queue, ça prend du temps et tout ça. Et parfois, il y a des petites erreurs, il y a des tickets, des trucs comme ça. Si maintenant, tu as un système où tu mets tout dans ton caddie, tu passes ton caddie, tu rentres directement, tu mets dans ton coffre, et tu n'as pas vu de caisse, tu n'as pas vu de paiement, rien, c'est fait tout seul. Alors, on va dire, ouais, mais on va retirer ce test de caisse et tout ça. Entièrement d'accord. Mais il y a une évolution. Je veux dire, moi, je suis informaticien aujourd'hui, je travaille là-dedans. Ben, je veux dire, finalement, moi, aujourd'hui, c'est quelque part comme si j'étais l'hôtesse de caisse de demain. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, C'est-à-dire que oui, de toute façon, le on est métier, tous le l'ancêtre ou le métier futur évolue de quelque chose, quoi qu'il arrive. complètement. Complètement, si tu regardes l'histoire, en fait, on est tous passés par là, en fait. Je veux dire, il y a chaque fois comme ça des évolutions qui ont été faites à tout niveau. Bah, comme là, Euh, par exemple, on est en train de se parler actuellement, on est en pleine discussion. Moi, je suis à Toronto, toi, tu es en je, Belgique. je suis en Belgique, oui. Grâce à cet ordinateur, Grâce, grâce à grâce, Internet, grâce à on est la, en grâce à mesure la de pouvoir tech. se parler, effectivement. Ouais, complètement. Donc, il y a de l'évolution et je pense que voilà, il faut sauter sur le train de la technologie. Maintenant, moi, je suis pas partisan de la technologie à tout prix. Pour moi, la technologie est utilisée comme un moyen et pas comme une fin. Alors, elle n'est pas de moi d'être Steve Jobs, mais je trouve qu'il a complètement raison. C'est vraiment ça, en fait. Et ça drive un peu mon quotidien en tant que CTO de la boîte. C'est de dire, OK, voilà, il y a les techs qui existent, mais c'est parce qu'une tech existe qu'il faut absolument utiliser. La tech doit être utilisée là où ça a vraiment du sens, là où elle apporte vraiment une réponse à un réel besoin. Voilà, c'est comme ça que j'expliquerai. Et toi, en tant que expert, entre guillemets, de technologie et de toutes ces intelligences artificielles, comment tu vois le futur? Est-ce que justement, tu le vois plein de robots, plein de trucs qui feront que l'humain ne fera pas grand-chose de ses 10 doigts? Ou alors, justement, peut-être une forme un peu hybride où les robots seront accompagnés d'humains, comme tu disais, parce qu'il y aura toujours besoin d'un œil humain pour vérifier tout ça. Toi, tu es même père de famille, donc comment tu parles en fait du futur et de l'intelligence artificielle à tes enfants? Comment tu vois ce futur en fait? Alors, mes enfants sont encore un peu jeunes, donc là, pour l'instant, je ne leur parle pas de ça. Ils ne vont rien comprendre. Mais je sais qu'il y a des livres qui existent pour expliquer l'IA à des enfants de 5 ans, par exemple. On dit, oh, tiens, qu'est-ce que c'est et vers quoi ça va? Donc, je pense que c'est assez intéressant. Mais pour répondre à ta question, comment je vois le futur?
Ben, ça va être, pour moi, ça va être hybride. Je ne pense pas que l'humain va se retrouver à rien faire. On va se retrouver comme dans le Pixar Wall-E, tu vois, où ils sont tous sur ce gros navire là et ils sont tous hyper obèses avec leurs chaises où ils font rien. Et après, ils se rendent compte qu'en fait, ben, il y a un monde et ils réapprennent à marcher. Donc, je ne pense pas qu'on va aller dans un extrême comme ça du tout. Je pense qu'on va utiliser de plus en plus la tech vraiment pour nous aider dans notre quotidien. Encore une fois, bah, je peux me tromper, hein. Je veux dire, et moi, en tout cas, c'est comme ça que j'aimerais bien que le futur soit. Et j'espère qu'on va tourner vers là. Mais clairement, si tu parles de tech, est-ce que la tech remplace l'humain? Ben non, parce qu'il faudra toujours l'humain pour créer la tech. Donc, il faudra chaque fois, il faudra chaque fois améliorer cette tech. Ben, déjà, c'est comme chez nous, il faut l'enrichir. Donc, on a besoin de personnes qui vont aller venir collaborer. Bon, je dis encore une fois, pour moi, je vois ça comme une collaboration homme-machine. Et je mets l'homme au centre avant la machine. Pour moi, c'est toujours l'homme qui prime et la machine qui vient en soutien, et pas l'inverse. Donc, ça veut dire qu'il n'y aura jamais, entre guillemets, le risque que l'intelligence artificielle, que la machine, quelque part, va plus vite, aille plus vite que l'humain, que l'élève Alors surpasse le maître, aujourd'hui, entre guillemets, quoi. aujourd'hui, on avance très fort sur tout ce qui est ordinateur quantique. On en parle beaucoup. Enfin, je ne sais pas si ça te parle ou pas du tout ce qui est quantique au niveau des ordinateurs. Ce serait mentir que Pas je dire trop. oui, mais je vais faire un grand sourire, je vais dire oui, bien sûr. Pas de souci. Je ne vais pas commencer à rentrer enfin, c'est pas un débat, c'est dans l'explication du quantique, parce que je la maîtrise même pas moi-même, donc ça n'aurait aucun sens que je l'explique ici. Mais grosso modo, un ordinateur quantique peut traiter plus d'informations en même temps, parce qu'il y a plus d'états qui sont mis de manière simultanée. Là où un ordinateur actuel, c'est du binaire, c'est du 0-1. En quantique, on a plusieurs états. Ce n'est pas juste du 0-1, il y a diverses polarisations, si j'ai bien compris, quelle lumière et autres. Donc, tu as plusieurs états qui peuvent être calculés simultanément. Donc, c'est super utile pour calculer des gros modèles mathématiques. Ça va être beaucoup plus efficace qu'un ordinateur classique. Et donc, aujourd'hui, l'ordinateur quantique le plus puissant n'arrive pas à la cheville d'un cerveau humain, quoi. Je veux dire. Alors oui, ça va se développer, clairement. Ça va vraiment se développer, mais je ne pense pas que demain, ni dans 10 ans, on va arriver dans un état où l'ordinateur va surpasser le cerveau humain. Quand bien même on y arriverait, c'est quand même l'humain qui le crée derrière et qui va mettre les limites. Maintenant, j'espère qu'on n'aura pas un scientifique fou qui Voilà, va c'est ça, nous, un fou furieux qui met des limites. qui va nous lâcher un truc et dire tiens, ingère-moi Internet et fais ce que tu veux. Et que la machine commence à se créer elle-même. Pour le coup, c'est Skynet, c'est Terminator, hein. Donc, on Voilà, c'est sera ça. vraiment Mais c'est un peu ça, en dans ce fait, la scénario. crainte du futur, en fait. C'est que la machine devienne trop intelligente, tellement intelligente qu'elle arrive à, entre guillemets, rentrer dans le cerveau de l'humain et comprendre comment lui fonctionne. Alors que c'est normalement l'inverse. Oui, tout à fait, tout à fait. Et certaines personnes facilitent la chose quelque part. Tu prends certaines sociétés comme Elon Musk avec Neuralink, les implants dans le cerveau et tout. Moi, perso, ça me fait un peu flipper cette partie-là, parce que de me dire que j'ai une puce. Alors, ça me fait flipper et ça m'excite en même temps. C'est assez schizophrène comme approche, mais je veux dire, autant j'adorerais avoir ce genre d'implant pour vivre des choses qui sont spéciales, hyper technologiques et tout, autant je me dis, mais attends, c'est C'est un hyper peu ton dangereux. espace Mais privé le c'est, plus mais c'est privatisé de hyper ton dangereux corps, ce qui quoi. imagine. On te fait montrer un monde qui n'est pas le tien, mais tu y crois et tu crois que tu es dedans. En fait, tu n'es pas dans ce monde-là. Ouais. C'est un peu bizarre. Donc oui, ça peut un peu faire peur, mais en même temps, je crois qu'il faut pas dire non à la technologie, il faut savoir dans quoi on s'embarque. Et je pense que les constructeurs, les fournisseurs, toutes ces personnes qui vont créer, bah, ils vont toujours aller peut-être un petit peu plus loin que ce qu'ils ne devraient. Mais c'est à nous, le public, à nous dire non, on n'en veut pas. Non, ça ne nous intéresse pas. C'est comme dans la série Black Mirror, je ne sais pas si tu connais la série Black Oui. Mirror. Bah, là, pour moi, c'est l'exemple des choses à ne pas faire. Enfin, c'est clairement ça. C'est une fenêtre. Black Mirror, pour moi, c'est une fenêtre sur le futur. C'est-à-dire, ça peut partir vraiment en cacahuète, les gars. Donc, n'allons pas vers ça. Et chez moi, je suis choqué, enfin, choqué dans le bon sens du terme quand je regarde un épisode parce que je dis, OK, waouh, c'est vrai que quand on voit ce genre de choses-là, ça peut vraiment, vraiment, vraiment faire peur. Mais finalement, c'est nous qui avons le contrôle. C'est nous en tant que consommateurs. Oh, je dis consommateur et pas consommateur parce que c'est vraiment comme ça. Je veux dire, c'est nous qui sommes au centre, c'est nous qui décidons vers quoi on veut aller. Si on n'a pas envie d'acheter un produit, on ne l'achète pas. Il y a des alternatives.
on n'est pas obligé de prendre ce qu'on nous donne. On est libre de choisir. On est libre de choisir, mais en même temps, plus on s'écarte de la technologie et plus on s'éloigne un peu de la société aussi. Par exemple, quelqu'un qui n'est plus, enfin, qui a décidé de ne pas être sur les réseaux sociaux, par exemple, bah, elle va être un petit peu, pas mise en dehors de la société, mais par exemple, s'il y a une conversation Facebook, elle ne sera pas dedans. S'il y a un Zoom call comme on est en train de faire en ce moment, elle ne pourra pas être dedans. Donc, c'est vrai que chacun est libre d'utiliser ou pas l'intelligence artificielle et toutes les applications qui tournent autour de nous. Mais après, c'est vrai que des fois, de vouloir faire un pas en arrière et se dire, bon, moi, ça me tente pas trop parce que ça me fait un peu peur, peut-être que c'est au final se retirer d'une certaine scène sociale, en fait, aussi. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Et ce que j'ai déjà constaté aussi, c'est que, par exemple, sur 100 personnes, s'il y en a 80 qui le font comme ça, qui font A et 20 qui font B, bah, A est la norme. J'aime pas trop cette façon de penser parce que c'est-à-dire que si le premier a pris A, que le deuxième a suivi, le troisième a suivi, qu'il y a un effet de groupe, un effet de Mais on ne masse, sait pas pardon. s'ils ont voulu prendre A parce qu'ils pensaient que A était la bonne Ben chose à oui, faire ou est-ce que si tu as c'était été un effet de masse. influencé à prendre A ou est-ce que tu veux vraiment prendre A? Et donc, je pense que c'est à nous, en tant qu'être humain que nous sommes, de se dire, OK, est-ce que c'est vraiment A que je veux prendre ou est-ce que je fais A parce que les autres font A? Il y a des gens qui ne sont pas sur Facebook, comme tu le dis, par choix. Et c'est parce qu'on est sur Facebook ou pas sur Facebook que c'est bien ou pas bien. Je veux dire, après, il y a plein de réseaux qui existent. Il y en a qui sont sur Facebook, il y en a qui sont sur d'autres réseaux. Je veux dire, il n'y a pas de problème, les gens s'adaptent après. Je veux dire, tu n'es pas sur Facebook, bah, si on est tous sur Facebook, il y en a un qui n'est pas sur Facebook, au début, ça va déranger. On va dire, ah, attends, j'ai créé un événement et tout, c'est embêtant, je vais l'inviter à part et tout. Après, on s'adapte. On s'adapte. Et en fait, finalement, on se rend compte que ce n'est pas la norme de le faire comme ça. On faisait comment avant Facebook? On faisait différemment. Je veux dire, on se faisait des messages, on s'appelait, On on se s'appelait, ouais. rencontrait, on se rencontrait. Alors, Facebook, oui, ça va faciliter la chose. C'est clair, ça facilite un petit peu la vie, on va pas se mentir, mais ce n'est pas pour autant que ça doit être la norme. Donc, je pense qu'on doit rester libre on doit rester libre de son choix. La technologie va nous accompagner, elle nous a toujours accompagnés depuis la nuit des temps, quelque part. Hein. Je veux dire, quand on prend des outils, hein, je pense que enfin, les outils sont une technologie aussi, quelque part. On peut voir comme ça. Je pense que ça nous a toujours accompagnés. On a fait évoluer les outils pour notre bien. Après, c'est toujours détourné. Hein, je pense. Je pense à l'armée, je pense aux guerres et tout ce qui se passe pour l'instant, enfin, qui est hyper triste, hyper regrettable. Il y a toujours des gens qui vont utiliser la technologie à mauvais escient, malheureusement. Euh, et j'espère vraiment qu'on n'arrivera pas, évidemment, dans un futur ultra robotisé où les machines décident à notre place. Voilà, je préfère vraiment que ce soit un futur où l'humain reste au centre et reste aux commandes, au contrôle. Ou que l'intelligence artificielle aide, par exemple, la médecine. Il y a encore pas mal de maladies à l'heure actuelle, comme les cancers, le sida, le Covid aussi, où on n'a pas forcément trouvé de remède. Clairement, on trouve des moyens pour atténuer les douleurs, pour faire en sorte que les gens puissent vivre un peu plus décemment pendant un peu plus longtemps, mais on n'a pas trouvé quelque chose pour éradiquer certaines maladies. Donc peut-être que l'intelligence artificielle pourra nous aider dans quelques années à se dire, ah, j'ai le sida, ah, j'ai le cancer, ben, c'est pas grave, je vais prendre tel médicament ou je vais aller voir tel docteur et peut-être que ce sera fini. En tout cas, c'est ce qu'on se souhaite pour les années futures. Au niveau de l'IA, justement, il y a pas mal d'experts, il y a pas mal de chercheurs maintenant qui commencent à entraîner des modèles IA et qui mettent en fait finalement leur expertise de cancérologue, ils vont mettre leur expertise pour entraîner des modèles. Et donc, tu as plusieurs chercheurs qui vont se réunir, donc vraiment des experts qui vont se réunir pour entraîner des modèles, ce qui permet à d'autres personnes de voir des choses qu'ils n'auraient pas pu voir à la base. Et donc, c'est super intéressant parce que ça permet de détecter des cancers vraiment beaucoup plus tôt dans le processus. Et ça permet aussi d'avoir une connaissance plus globale. Parce que tu vas chez un cancérologue A, ben, s'il est meilleur qu'un cancérologue B, ben, finalement, tu vas chez le B, tu te dis, ben, merde, Ouais. il a peut-être pas capté la même chose. Alors, c'est vraiment quand c'est un stade plus avancé que ça va peut-être être plus visible. Maintenant, je peux être expert là-dessus, ces articles que j'ai lus par rapport à ça, mais c'est rassurant quelque part de voir aussi l'utilisation de cette technologie dans ce domaine-là, parce que c'est vraiment ce que je disais juste avant, c'est voilà, utiliser vraiment la technologie comme moyen pour être plus efficace et pour nous aider, nous, humains, quelque part, que la machine nous aide, nous, en tant qu'être humain. Et ouais, je trouve ça vraiment génial. En tout cas, Anaïs. merci Christophe Deliens pour cette
très, très intéressante interview. J'ai appris beaucoup de choses. Je pense que les auditeurs de Choc FM 105.1 ont appris également plein de choses. Je rappelle que ton application, en tout cas l'application que tu as co-créée, Moonday, peut se télécharger sur l'App Store et sur Le Play Android. Store d'Android, exactement. Exactement. Merci à toi, Nathalie, aussi pour l'invitation, pour d'avoir organisé l'interview et pour ce super accueil que tu m'as fait aujourd'hui. Eh ben, il n'y a pas de souci. Puis tu es le bienvenu quand tu veux, Christophe. Bon séjour à Super Cannes, gentil. d'ailleurs. Merci, c'est très gentil. À très bientôt. Au revoir.